une réforme que j'ai défendue mais qui a été abrogée. Donc la question ne se pose plus réellement. La décentralisation, elle est capable du meilleur et du pire. Elle est capable du meilleur parce qu'on est auprès du terrain, et elle est capable du pire parce que vous pouvez multiplier à l'infini un certain nombre de sources de gaspillage ou d'aberration. Le scandale des scandales, c'est avant tout le fait d'avoir sur un même territoire des quantités de gens qui font la même chose sans se concerter, avec des pavillons différents, mais en étant tous financés de la même manière par le contribuable. Très concrètement, quand vous avez aujourd'hui, en termes de développement économique, une centaine d'acteurs à l'échelle régionale, entre les acteurs totalement publics, type agence de développement, comité d'expansion, des acteurs consulaires, des acteurs qui sont des privés mais qui sont financés par des fonds publics. Bon. Vous vous dites que si on réunissait ceux auxquels ce type d'aides sont destinées, beaucoup seraient d'accord pour qu'on diminue des aides qui sont très aléatoires et pour qu'on allège un certain nombre de contraintes par ailleurs. Sauf que dans un certain nombre de cas, on ne raisonne même plus par rapport à des collectivités locales, mais par rapport à des formes grises qui sont... Donc la réalité de ce qu'est le maquis ou la complexité du dispositif, elle est encore plus grande que ce qu'on peut projeter quand on dit il y a commune, intercommunalité, département, région. Parce qu'il y a les pays, qui parfois dans un certain nombre de cas jouent un rôle ou pas, il y a les associations qui sont des satellites des collectivités, etc. Les SPL, les SEM. Et donc, le vrai sujet, ça n'est pas d'abord la réduction du nombre d'acteurs. Parce que vous pouvez en créer d'autres. Par exemple, au cours de ces dernières années, on a diminué le nombre de fonctionnaires d'État, c'est vrai, mais on a aussi créé des agences parapubliques dans un certain nombre de domaines qui gèrent des pans spécifiques de la politique de l'État de manière isolée. Et je ne suis pas certain qu'au bout du compte, on ait toujours, sur le plan des économies, eu les économies auxquelles on était en droit de s'attendre. Donc le vrai sujet, c'est le fait d'interdire les loups. Moi je fais partie de ceux qui ne sont pas contre le fait d'augmenter les clauses de compétences interdites pour les collectivités locales. Considérer qu'il y a des moyens dans lesquels elles ne doivent pas aller, parce que c'est le meilleur moyen de faire en sorte de se raisonner, pour se concentrer sur ses priorités. Globalement, il y aura un autre juge de paix. Ce juge de paix, c'est la baisse des dotations. De toutes les manières, à défaut d'avoir le courage de faire les réformes de structure, si vous fermez peu à peu le robinet, il y a bien un moment aussi où ce qui retombe aura de moins en moins d'importance. Sauf que cette manière, elle pose un problème, c'est qu'elle ne nous garantit pas que les financements qui resteront iront vers ce qui est le plus utile avec les effets de levier les plus importants. Donc il faudrait mieux avoir le courage de faire une réforme. Et on n'en prend pas le chemin. Le défaut de la réforme territoriale, pour être simple, c'était que ça résolvait la question des élus, et ça clarifiait pas tellement la question des compétences. Et ça raisonnait en disant, le jour où ce sera les mêmes élus des deux côtés, on fera mécaniquement des économies. Il y a un contre-exemple. L'intercommunalité n'a pas conduit à diminuer les budgets des communes. Et au contraire, quand on additionne communes et intercommunalité, on a globalement un secteur public qui a augmenté plus vite que les secteurs qui sont restés sur leur propre assise. Je ne suis pas totalement certain que les effets vertueux auraient été mécaniques. La bonne réforme, elle est celle dans laquelle vous commencez par toucher aux compétences. Et dans lesquelles vous dites, telle collectivité fait ça, à l'exclusion des autres, telle collectivité fait ça, à l'exclusion des autres, déjà vous supprimez les doublons. La deuxième bonne réforme, elle est celle qui consiste à moraliser les compétences. Je reprends l'exemple du social. Vous pouvez demain supprimer le département. Si vous ne supprimez pas le RSA, la PCH, l'APA et l'ASE, les 360 millions, il faudra bien qu'ils aillent quelque part. Ce sera peut-être des dépenses de la commune, ce sera peut-être des dépenses de la région, mais là, pour faire l'économie, il faut modifier le texte. Il ne faut pas modifier la collectivité. Donc, le sujet principal, c'est les compétences. Et que nous annonce le gouvernement ? Une nouvelle étape de la décentralisation qui, pour la première fois, va consister à évoquer les collectivités niveau après niveau tous les 6 mois. Donc, comment voulez-vous supprimer les doublons quand on va légiférer tous les 6 mois en ne se préoccupant pas entièrement de ce qu'on a fait ? Donc, avant l'été, on ne légifère que sur les métropoles. À
l'automne, uniquement sur les régions. Les départements, au printemps de l'année prochaine, c'est une aberration totale qui met en fureur toutes les associations d'élus, parce qu'elles se rendent compte que là, pour le coup, c'est vraiment une occasion manquée de faire en sorte de clarifier notre organisation et les différents niveaux. Donc, je pense que cette opération de simplification n'est pas pour tout de suite pour vous répondre. La réforme précédente, elle n'était pas parfaite, mais elle avait au moins le mérite de proposer une méthode pour faire en sorte de tendre vers un résultat. Là, on va être sur une autre méthode. C'est que le gouvernement va faire en sorte de continuer à diminuer les financements qui vont vers les collectivités locales, à travers notamment la DGF. Et le vrai risque, c'est que si vous ne touchez pas d'abord aux compétences, ce ne soient pas forcément les dépenses les plus inutiles qui soient supprimées les premières. Voilà ma conviction sur le sujet. Donc, c'était la dernière réponse. Je peux dire un mot de conclusion. Allez. Bon. Très simplement. J'aimerais vous remercier d'être venu et d'être resté, parce que j'ai vu que les admis de l'IRCOM avaient pris la précaution d'ouvrir toutes les issues possibles. Alors, je pense pas que c'était pour que le moustique rentre, donc je me dis que c'était pour que les gens sortent. Si à un moment ou à un autre, ils avaient des envies de le faire. Et on n'est pas loin d'être le même nombre à la fin qu'au début. Donc, où il y a un degré de politesse et de courtoisie dans l'association des amis de l'IRCOM qui est très au-dessus de la moyenne, ce que je suis assez tenté de croire, Monsieur le Président. Où il y a eu aussi, dans les propos que j'ai pu tenir, suffisamment d'intérêt ou de consistance pour que vous vous disiez, dans le pire des cas, on est venu ici avec une idée et elle n'a pas changé, on a raison de faire partie des 77%, ou à l'inverse, que vous soyez venu en étant conforté dans le fait de se dire que, quand bien même il y aurait quelque chose de pourri, un certain nombre de choses à améliorer dans la politique, il faut éviter de faire un tir groupé et d'imaginer que la faute de quelques-uns dénote la faiblesse de tous les autres. Moi, ce sur quoi je veux terminer, c'est finalement extrêmement simple. C'est pas très simple de venir parler de l'engagement politique en soi. Parce que la vérité, c'est qu'au quotidien, c'est les sujets aussi sur lesquels vous allez être amené à vous pencher qui fondent votre engagement. J'aurais pas imaginé, malgré les volontés qui étaient les miennes à l'origine, que je passerais autant de temps sur les questions de protection de l'enfance. C'est à un moment un procès de pédophilie hors norme, des rencontres bouleversantes avec des familles ou avec des avocats, qui fait qu'il y a eu à passer du temps sur un sujet, à s'intéresser, à découvrir de l'intérieur la manière dont les choses se passaient. C'est au Parlement européen, 2 ans de travail sur la politique agricole commune, avec la prise en compte de ce que peuvent vivre les agriculteurs, la réalité des enjeux agroalimentaires, les questions de souveraineté, au moment où la Chine achète un certain nombre d'espaces, etc. Et un engagement, en soi, il doit reposer sur des convictions qui sont suffisamment fortes que vous ne savez pas ensuite nécessairement dans quelle situation vous vous retrouvez pour exercer ces responsabilités. Et si vous n'avez pas cette boussole, ou en tout cas cette capacité d'être porté, à la fois par des valeurs et par des convictions, et de l'autre, par un entourage qui est capable de vous équilibrer et de vous apporter la sérénité qui peut parfois manquer dans l'exercice de vos responsabilités professionnelles, c'est effectivement complexe d'imaginer cet engagement. Et en même temps, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt dans cette soirée. On peut crier sur la politique, on peut cracher sur ceux qui l'exercent. Au final, il y aura toujours des hommes et des femmes qu'il faudra bien désigner pour prendre des décisions en notre nom. Plus vous êtes mécontent de ceux qui sont en place, plus vous êtes furieux contre le système, plus vous êtes révolté contre la médiocrité de ceux qui vous représentent, plus vous devez avoir des raisons de vous engager, ou de pousser dans vos entourages celles et ceux que vous jugez dignes de cet engagement. Parce qu'on mérite, si on croit à la société, si on croit en l'autre,
Si on aime son prochain, on souhaite le meilleur pour lui. Et le meilleur pour lui, c'est d'avoir des dirigeants qui soient les plus éclairés, les plus consistants, les plus compétents pour assumer les responsabilités. Je serais presque tenté de prendre une dernière métaphore pour terminer. Quand vous êtes dans un avion, que l'avion est sur le point de décoller, vous n'espérez pas que le pilote est le moins compétent possible, qu'il est mal payé et qu'il a des difficultés dans son foyer. Vous espérez que le type il a une vie qui va bien, qu'il n'a pas de soucis et qu'il n'a aucune raison de ne pas avoir envie de se poser à bon port. Ben, on devrait avoir exactement le même regard sur nos politiques. Et on a, dans la continuité de 1789, un mélange de légitimisme, d'envie régicide, de jalousie. Il faut être très conscient d'une chose. La politique, elle est un mal nécessaire pour ceux qui sont épris d'égalitarisme et qui considèrent qu'il faut qu'on vive tous en colcose. Et elle est un bien atteignable si on est pétri d'espérance. La responsabilité qui est la vôtre, elle n'est pas moins forte que celle qui est la mienne. Elle est de faire en sorte de ne pas mettre vos convictions et vos valeurs sous les dés noirs. Et de considérer que plus les choses vous agacent, plus les choses vous révulsent, plus elles vous énervent, plus vous avez des moteurs pour vous engager et pour venir ici, à cette tribune, dans quelques années. Et je me ferai un plaisir, non seulement de répondre à la question du bilan ce soir-là, mais de vous écouter le jour où c'est vous qui expliquerez les raisons pour lesquelles vous êtes engagé en politique en disant « ça m'est venu le soir où j'ai écouté le président du Conseil Général », un type dont j'ai oublié le nom, mais il a dit un ou deux trucs qui ont fait écho en moi.